C'est pas un procès, c'est un procès qui n'est ni juste ni équitable, qui est un procès complètement spectacle. Il y a des vices de procédure partout dans cette procédure. Le but n'est pas de nous juger, c'est pas une justice qui est indépendante. Noureddine Bongo-Valentin est le fils de l'ex-président Ali Bongo. Il est arrêté en 2023 quand le général Brice Oligui Nguema prend le pouvoir à Libreville. D'abord, on me disait que c'est parce que j'avais essayé de faire un coup d'État contre mon père. On m'a dit que j'avais fait de la haute trahison. À un moment donné, j'entends Oligui président et c'est là où maintenant je comprends ce qui s'était passé. Lui et sa mère, Sylvia Bongo-Valentin, sont privés de liberté pendant 625 jours et interrogés. Ça va dans tous les sens, où tu as 7 milliards d'euros à tel endroit, 6 milliards d'euros au Qatar, et je ne peux pas vous dire oui sur quelque chose qui est faux, et donc il continue. Il affirme que sa mère et lui ont été torturés. Tout de suite, on met la tête sous l'eau, tout de suite on pose des questions, où sont tes comptes, donne-nous des comptes, si tu fais une erreur, tu vas mourir. La présidence du Gabon dément ces accusations de torture. Poursuivi notamment pour détournement de fonds publics et usurpation de fonctions, il rejette ces accusations. Mais la réalité, c'est que je suis complètement innocent. À quelques jours de l'ouverture d'un procès, où il ne sera ni présent ni représenté, je l'ai rencontré à Londres, où il réside actuellement avec sa famille. Vous avez conscience qu'aujourd'hui, une grande partie de l'opinion gabonaise a une opinion négative de vous, de votre famille, et le mot qui est utilisé souvent, c'est votre clan. Ouais. Je comprends tout à fait ce sentiment. Les Gabonais ont des frustrations que je comprends tout à fait. La famille Bongo a été au pouvoir pendant presque 56 ans. Et je comprends tout à fait les frustrations de la population gabonaise sur ça. Malheureusement, je ne peux pas être tenu responsable de tous ces manquements-là, de tout ce temps-là. Quand on pense à votre arrestation au Gabon, on voit ces images de valises d'argent. Ouais. Ces images, selon vous, elles ont été falsifiées? Mais complètement, cet argent n'a jamais été chez moi ou dans un endroit qui est lié à moi, jamais. Déjà, on m'y amène, on me menace de violer ma femme et mes fils. Si je ne me tiens pas droit et je n'accepte pas de me faire filmer devant ces valises. D'autant plus qu'il y avait le procureur général, M. Ropona, qui était là, à qui je dis « mais qu'est-ce qui se passe? Cet argent n'est pas à moi, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Il me sort quand même « ne vous inquiétez pas, il y aura la présomption d'innocence. » Donc c'est complètement absurde. En tout cas, ces images, je peux vous le dire, n'ont été faites que pour nous démoniser et de présenter au peuple gabonais un bouc émissaire, celui qui voulait servir au peuple. Le procès aurait peut-être été une façon de vous défendre devant cette société. Mais, je comprends, mais sauf que le procès, il n'est pas juste équitable, il est biaisé. La justice n'est pas indépendante, donc ce n'est pas le bon cadre pour nous défendre. Aujourd'hui, s'il y avait un procès que vous estimez juste et équitable, vous iriez au Gabon? À partir du moment où le président Oligui a encore le contrôle de toutes les branches du gouvernement et des forces de sécurité, non, parce qu'à partir du moment où mon intégrité physique n'est pas... Je pense que j'en souffrirais, je souffrais encore plus que j'ai déjà souffert avant. Donc déjà ça, c'est la première raison pour laquelle je ne peux même pas aller me défendre. Donc dans ce procès, vous n'y serez pas et vous n'y serez même pas représenté? Non, notre avocate localement a dit que c'est une mascarade totale. Des membres de la garde républicaine débarquent chez nous, chez mes parents, prennent tous nos documents personnels, tous nos ordinateurs, et ensuite ils donnaient la preuve, prouver que vous pouvez justifier ces biens. On n'a plus aucun document, ils les ont tous pris. Donc déjà, on vous dit que vous avez des biens, c'est apparemment illégal, et d'autant plus, vous devez justifier votre innocence. Sauf que la présomption d'innocence, c'est tout le contraire. Et on nous fait dire à ma mère et moi des choses que nous n'avons jamais dites, que nous n'avons jamais reconnues. On dit oui, monsieur Noureddine Bongo a reconnu avoir donné instruction de débourser 49 milliards, je pense le montant, d'un compte public. Ce n'est pas vrai, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais dit. Votre père a fait un AVC. Mon père avait fait un AVC en 2018. Et il vous est reproché d'avoir mené les affaires au moment où votre père était convalescent. Exactement, c'est le narratif qui est complètement faux et qui a été choisi par le général Oligui pour, je pense, en soi, faire un coup d'État pour prendre le pouvoir personnellement. Et il ne pouvait pas choisir un bouc émissaire qui était gabonais. Il fallait absolument que ce soit la Française blanche et son fils blanc, parce qu'il savait très bien que ni ma mère ni moi allons avoir le soutien d'une famille élargie au Gabon. Donc, en plus, mon père avait son soutien personnel
Encore une fois, ça vous montre que la procédure en elle-même, elle est complètement biaisée. J'en ai encore un autre exemple, mais je n'ai pas tous les cités, mais la juge d'instruction est allée, je pense en janvier 2024, auditionner mon père, parce que c'est lui apparemment à qui on a falsifié la signature, qu'on a manipulé, on donnait les instructions à sa place. Il a dit tout le contraire, il a donné son témoignage à lui de ce qui s'est passé. Nous dédouanons complètement. Donc c'est 60 ans de bon goût qu'on devait jeter sur la Française et son fils. Je voudrais vous parler du coup d'État, Ouais. puisqu'au commencement de toute cette affaire judiciaire, il y a votre arrestation. Qu'est-ce qu'il se passe en août 2023 Je suis enlevé, pas arrêté, le 29 au soir. Donc je ne vois pas la communication des militaires, je ne la vois pas. Ils avaient déjà pris le contrôle du CGE, le Centre gabonais des élections. D'abord, on me disait que c'est parce que j'avais essayé de faire un coup d'État contre mon père. On m'a dit que j'avais fait de la haute trahison. C'est là où je comprenais pas trop. À un moment donné, là où j'étais, j'entendais Ali président, Ali président. Donc il y avait des gens qui se réjouissaient qu'il avait gagné les élections au palais présidentiel, l'état-major de la garde républicaine. Et c'est qu'après, j'ai perdu la notion du temps sur le moment et on est dans une pièce toute noire et pas de lumière. Après, à un moment donné, j'entends Oligui président et c'est là où maintenant je comprends ce qui s'était passé. C'était des personnes que vous connaissiez? C'était des personnes que vous n'aviez jamais vues? J'ai reconnu un militaire parce il faisait partie de la sécurité rapprochée de notre famille depuis très longtemps, le capitaine, aujourd'hui capitaine, à l'époque lieutenant Ngon, Félix Ngon. Je l'ai reconnu lui. Quand on l'a vu, j'étais un peu rassuré. Le moment où j'ai compris qu'il y a un problème, parce que quand je rentre dans le blindé, je vois que ma famille ne me suit pas. Donc je me dis non mais c'est pas possible, je peux pas aller sans eux, donc j'essaie de sortir du blindé et là il y a un militaire dans le blindé qui me pousse très violemment et qui dit c'est fini, tu es fini. Je commence à me poser des questions. Mais à ce moment-là, comme je l'ai dit, je pensais que c'était soit une partie rebelle de la garde républicaine, soit une erreur. D'ailleurs, à un moment donné, quand on était dans ces cellules-là au début, j'entendais des blindés ou en tout cas des gros tirs. Donc dans ma tête, je me disais, déjà j'avais très peur, donc je m'accroupissais dans un coin, je ne voulais pas prendre. Et je pensais que c'était le général Oligui qui venait nous sortir de là, au début. Donc quand j'ai compris, j'ai entendu Oligui président, je suis tombé de haut. J'étais vraiment surpris, je m'y attendais pas du tout. Vous êtes ensuite enfermé dans des conditions que vous dénoncez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les conditions de votre incarcération? Déjà, je suis dans ce cachot à l'état-major de la garde républicaine. Ensuite, on nous amène, je pense, le 11 septembre à la DGR. Je passe une nuit au B2. Et c'est là où je suis complètement dénudé, mis dans une cellule toute noire, avec de l'urine et des excréments humains sur le sol. C'était déjà assez choquant. Ensuite, de là, je retourne à la DGR pour ensuite être présenté devant le parquet et la juge d'instruction. Ensuite, on nous envoie en prison, je pense le 19 septembre, à la prison centrale de Libreville, dans une cellule de 4 mètres carrés sur 4 mètres carrés. On est en caleçon, on n'a pas de vêtements, on n'a pas de matelas, c'est une cellule complètement vide, hein, c'est juste du béton cassé. Donc vous dormez au sol et on vous inonde votre cellule régulièrement, comme ça, c'est pour vous couper le sommeil parce que vous êtes toujours mouillé, c'est pour attirer les moustiques. Vraiment, ça, ce côté-là, c'est vraiment le côté psychologique du début. Est-ce que vous mangez? Est-ce que vous avez accès à des soins? Pour la nourriture, non, on n'est pas réellement nourri. On recevait un bol de riz avec une sardine. Et quand je dis une sardine, c'est une sardine toute seule. C'est pas une boîte de sardines, c'est une sardine. Et ça, c'est pour la journée. Il n'y a rien à faire dans cette cellule. À un moment donné, je me suis divisé en 3. Je me parlais à moi-même avec 2 autres moi pour essayer de garder un sentiment de sanité. Donc je marchais je faisais des tours. Donc naturellement, j'étais très affaibli. J'étais devenu extrêmement squelettique. Les conditions, c'est la prison centrale de Libreville, c'est l'enfer sur terre. C'est une des choses vraiment, quand j'ai revu mon père après, je lui dis sur ce point-là, c'est un gros manquement. Parce que c'est inacceptable qu'on puisse avoir un endroit comme ça au Gabon. Vous n'aviez pas connaissance de la gestion de ces prisons-là au moment où Je vous avoue votre famille était aux affaires? Complètement non. C'est vraiment un sujet sur lequel je ne me suis pas du tout
Déjà, j'ai accompagné mon père que pendant, je pense, 18 mois. C'était vraiment un rôle d'assistant sur des sujets. J'étais un peu son chef de projet. J'avoue que maintenant, forcément, après coup, je regrette de ne pas avoir rien que visité cette prison. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a eu beaucoup de ministres de la Justice qui ont visité cette prison, qui ont su, qui savaient les conditions de ces détenus-là et qui, à mon avis, n'ont rien fait pour régler cette situation. Donc vous nous dites que l'information n'est pas remontée. En tout cas, à mon niveau, elle n'est pas remontée. On me sort de ma cellule, on est dans une voiture. Et on roule et on va au palais. Donc à ce moment-là, je me dis, je vais voir peut-être le général Oligui, on va peut-être trouver un arrangement à cette situation. Et sauf que quand on arrive au palais, on va vers un sous-sol et on va... Dans un endroit du palais où je ne suis jamais allé, il y a une porte, il y avait une tête de mort à côté, commando. J'ai compris que c'est l'unité du colonel Ankama, qui est un des parents du général Oligui. Et en fait, c'était sa salle de tir, d'entraînement de tir de la garde républicaine dans le palais. Ils me mettent là, et donc ils me jettent là-dedans, et donc les tortures physiques commencent là. Et je peux vous dire, c'est d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Ça commence déjà par tout de suite, on me met la tête sous l'eau. Et tout de suite, on me pose des questions. Où sont tes comptes? Donne-nous des comptes. Si tu fais une erreur, tu vas mourir. Donc déjà, vous êtes en train de vous faire submerger et vous devez lister tous vos comptes sans erreur parce que vous savez que vous allez en subir les conséquences. À ce moment-là encore, j'étais drôlement constitué dans le sens où je respirais bien et ensuite, quand on m'a mis dans la tête dans l'eau, je faisais de l'apnée. Pour pêcher dans ma tête, je me dis ne panique pas parce que dès que tu commences à avoir de l'eau dans les poumons, tu risques de mourir. Et moi, tout ce que j'ai fait, c'est tu dois tenir pour pouvoir retrouver ta femme et tes enfants. Sauf qu'ils comprennent, ils réalisent, j'entends. Il fait de l'apnée. Donc là, ils font un acte que je ne vais pas parler là parce que j'ai des enfants, mais ils font un acte qui est ignoble. Et donc, je pense, pour me faire paniquer. Et même là encore, je reste encore trop calme à leur avis. Ils me déshabillent, ils m'écrasent mes parties génitales. Et là, ils m'attachent, un peu comme un poulet, les mains en haut et les jambes en bas. Et après, ils me mettent sur une échelle et ils commencent à me taser, fusil taser, le capitaine Engon, qui le porte très fièrement, ce taser, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Il me tase le ventre. Et je peux vous dire, cette douleur, elle est héroïque. Je peux pas la décrire. Si vous avez envie vous faites tout pour que vous espérez que ça s'arrête sur place. Et c'est que des questions sur des bêtises. Tu es actionnaire de la 3e plus grande banque du Portugal. Tu as appelé des Américains mercenaires pour nous tuer. Ça va dans tous les sens. Tu as 5 000 milliards de francs CFA, donc 7 milliards d'euros à tel endroit. T'en as 4 000 milliards, 6 milliards d'euros au Qatar, et c'est des questions qui sont des choses que je dis, je peux pas vous dire oui sur quelque chose qui est faux, et donc il continue. Après, il commence à me poser des questions sur toute ma famille. Bon, bref, ce moment, il est sans fin, et c'est une douleur atroce. Après, il commence à me verser de l'eau dans les narines, pour faire des simulations de noyade. Ça, c'est très difficile. Sans l'avoir vécu, vous ne pouvez pas le comprendre. Pour finir, pour me mettre ensuite de la vodka, et là je me rappellerai toujours, je me rappelle de sa voix, le colonel Ankama qui me relève, qui dit « Tu veux mourir ici, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu dois ramener tout l'argent, tu dois nous donner tout ça. » Je lui dis « Je ne vais pas mourir, forcément, je ne fais que vous dire depuis le début que je retrouve ma famille. Aucun argent du monde n'est suffisant pour me séparer de mes enfants. » Et sauf qu'ils ne me croient pas encore, ils me mettent vu que c'est un stand de tir, ils me mettent au bout du stand, ils me tirent à 2 mètres de la tête, il dit je rate jamais ma cible, et ensuite il met le fusil à la tempe, dans la bouche, il me pose encore des questions, telle personne, il me donne des hommes d'affaires au Gabon, genre cette personne détient de l'argent pour toi, je dis mais non. C'est pas parce que quelqu'un a de l'argent que c'est forcément de l'argent. Vraiment des absurdités sans fin. Et après, il m'attache sur une chaise pendant je sais pas combien de temps, au point où j'ai besoin de faire mes besoins sur moi. Et après, ils m'ont laissé tout seul. Et là, si vous êtes vraiment seul, je vous posez des questions. Pourquoi vous avez à souffrir quelque chose comme ça? Et ce qui me fait des fois beaucoup de
qui me fait très mal, c'est que souvent, quand on parle de ces choses-là, tout ce qu'on nous ressort, c'est que j'aurais soi-disant torturé des gens. Je ne l'ai jamais fait, jamais ordonné de torture qui que ce soit, c'est pas qui je suis. Mais soi-disant, donc il faut... Ou parce que mon grand-père a été au pouvoir et les Bongos au pouvoir pendant 60 ans, c'est justifié de me faire souffrir ça. Et donc, ma mère arrive, je la retrouve en bas, et je me fais torturer devant elle. Elle-même, elle prend quelques coups de fouet, elle prend des coups de tuyau, elle se fait étrangler. Je peux vous dire, quand vous voyez votre mère vous faire étrangler, je n'ai pas pu me retenir, j'ai commencé à m'énerver. Bon, j'en ai payé les conséquences, mais... ensuite, tout ça toujours on l'a fait vider ses comptes. Et ça, c'est le 10 novembre. Et sachez que jusqu'à fin décembre, de lundi à vendredi, quasi un jour raté, on va dire, on nous sortait de prison pour nous ramener en prison, pour nous ramener ici, pour nous torturer pendant toute cette période-là. Le 1er mai, en fait, 2025, ma mère, elle fait une tentative de suicide, elle n'en peut plus. On n'avait pas de douche, donc j'étais dans les toilettes, il y avait un lavabo, donc j'étais en train de faire mes toilettes, comme on peut dire. Et 20 minutes, là, je dormais pas, hein, parce que ma mère était très fragile, donc chaque fois je devais garder un œil. Et, je sais pas, elle paraissait bien pourtant. Et je suis sorti, elle avait pris elle avait en fait pendant un long moment emmagasiné du Temesta, c'est le médicament qu'on lui donnait, parce que elle a été réellement traumatisée de voir son fils torturé pendant si longtemps. Et donc elle a pris tous les cachets, elle a fait une tentative et ils nous ont amenés à l'hôpital militaire. Et que c'est de là-bas qu'on est ensuite allé en résidence surveillée. On a rejoint mon père pour ensuite partir le président angolais, le président Lourenço, et je le remercierai toute ma vie. En ce moment, il y a des vidéos sur les réseaux sociaux qui sont en train de tourner, Ouais. des vidéos au domicile d'Ali Bongo, où est présent le procureur qui est en charge de votre poursuite. Tout à fait. Il y a aussi des vidéos de discours entre vous et vos geôliers, vos tortionnaires, où on vous demande où est passé l'argent et vos comptes à l'étranger. Comment est-ce que vous avez réussi à filmer? Il y a de belles personnes au Gabon. Il y a des gens qui sont réellement bons. Et donc, on a réussi à avoir le soutien d'un bon nombre de personnes qui ont aidé comme ils pouvaient. Et j'ai aussi beaucoup d'amis à l'étranger, donc qui sont assez débrouillards, on va dire. Donc, ils ont réussi à faire envoyer, à se mettre en contact avec toutes les personnes nécessaires pour me faire parvenir ces lunettes. Il n'y avait pas que des lunettes. J'avais aussi d'autres outils que je ne veux pas trop dévoiler encore tout de suite, mais c'est pour ça que vous voyez des fois c'est des audios, des fois c'est des vidéos. Et j'ai pu capturer beaucoup de choses. Et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dénonçait, que ce soit nos tortures, que ce soit que des tortures se passaient au sous-sol du palais, on peut le prouver. On peut prouver qu'on est tous du palais. J'ai pu filmer notre rencontre avec le général lui-même. Et vous imaginez une vidéo qui démontre des gens en train de se faire torturer au sous-sol de l'Élysée. Mais c'est ce qu'on a. Et c'est grave. Parce que quand j'ai vu ça, on peut dire ce qu'on veut. Mon père n'a jamais fait torturer des gens au sous-sol du palais. Ce n'est pas vrai. Le procureur général, justement, Eddie Mignang, a déclaré qu'ils soient présents ou pas, ils seront jugés si la Cour prononçait un mandat d'arrêt. Nous utiliserons des voies de droit pour les faire exécuter les voies d'arrêt. Oui, bien sûr. Est-ce que vous craignez une extradition en cas de condamnation? Non, pas du tout. Parce que s'ils veulent nous extrader, il faudra qu'ils amènent le procès dans lequel on ne veut pas qu'on se défende. Il se passera devant des cours indépendantes. Là, on se défendra. Déjà sur le fond de nos charges. Et deuxièmement, on a toutes les preuves qui démontrent notre mauvais traitement au Gabon. Donc, je ne pense aucune cour au monde nous renverrait dans les bras de nos bourreaux. C'est impossible. Surtout dans un pays où le général Oligui, il est juge et bourreau. Nourdine Bongo, est-ce que vous pensez que vous reverrez un jour le Gabon? Je pense que la question, c'est est-ce que le général Oligui resterait au pouvoir tout le reste de ma vie? C'est la réponse est oui à ça, donc non. Maintenant, j'ose espérer qu'un jour le Gabon trouvera vraiment sa libération comme le peuple le veut. Et
Je sais qu'à ce moment-là, oui, bien sûr, je retournerai dans le premier vol pour retrouver le Gabon, parce que je peux vous dire, mes fils me parlent tous les jours du Gabon. C'est très difficile. Tous les jours, ils disent « Oh, mais on retourne quand au Gabon? Oh, mais quand est-ce que… » J'aime le Gabon. Mes fils aiment le Gabon. Toute notre famille aime le Gabon. Mon père, limite, si c'est pas nous qui lui disons « Ne retourne pas », il serait dans le premier vol encore. Il vit très mal la séparation avec son pays. Donc, j'ose espérer, je prie le Seigneur qu'un jour, les conditions nous autoriseraient de pouvoir un jour retrouver le Gabon.